Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, j'ai beaucoup d'amis ici. Il y en a même que j'ai vus enfants, puis que j'ai continué à soigner quand ils étaient adultes. J'ai même, compte tenu du temps que j'ai consulté au dispensaire municipal de Malakoff, j'ai même eu le plaisir de soigner les enfants des petits-enfants que j'avais commencé à soigner quand je suis arrivé au dispensaire municipal. Donc évidemment, quand je suis à Malakoff, je ne suis jamais dans un territoire comme un autre. Même si je n'ai pas le plaisir immense, comme ma voisine, d'être Malakofio, je mériterais de l'être. Malakofio d'honneur. Citoyen d'honneur. On va proposer citoyen d'honneur de Malakoff. Un mot, un rappel, car c'est fondamental, sur ce que l'on sait aujourd'hui de raisonnablement robuste quant au peuplement de notre planète par l'espèce humaine. Les premiers hommes, caractérisés par déjà un développement important de leur volume crânien, par une certaine habileté dans la confection d'outils, apparaissent, on va dire, il y a environ 2 millions d'années, au départ en Afrique, on en est pratiquement certain, et très rapidement également en Asie. À partir de ces premiers hommes, ils conquièrent une première fois l'essentiel de la planète, et en particulier, en passant par l'Eurasie, par la Géorgie, ils arrivent en Europe, où ils vont laisser des lignages. L'un d'entre eux, tardivement, quelques millions d'années après, sera l'homme de Néandertal. En Afrique se succèdent non pas plusieurs races, mais on ne sait pas trop, on va dire, plusieurs espèces. La caractéristique des espèces différentes est qu'il n'y a pas entre elles d'interfertilité. On n'a pas de certitude sur ce point. Différentes espèces d'hommes, et il y a environ 100 000 ans, une deuxième, peut-être y en a-t-il eu d'autres entre-temps, une deuxième période de reconquête de la Terre entière se fait au départ d'Afrique, en deux temps. Dans un premier temps, des populations africaines de l'Est, du Sud-Est de l'Afrique, autant qu'on puisse le dire, arrivent en Palestine, ne vont pas au-delà, arrivent également au Maghreb, puis, il y a 70 000 ans, ils arrivent véritablement en Europe, en Asie, en passant par l'Indonésie. À ce moment-là, compte tenu de l'époque glaciaire, la mer est basse, et ils arrivent il y a 50 à 60 000 ans en Australie, ils conquièrent la totalité de la planète. Ce sont nos ancêtres. Vous pouvez l'imaginer, ces nouveaux hommes, Homo sapiens, venant d'Afrique, trouvent dans les différents territoires où ils arrivent d'autres espèces d'hommes qui y étaient établis depuis fort longtemps. En particulier, mais pas simplement, en particulier l'homme de Néandertal en Europe. Ce qu'il faut retenir par conséquent, c'est que pour l'essentiel, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour l'essentiel, la totalité des hommes qui habitent cette planète viennent d'une petite population, sans doute pas plus de quelques centaines, quelques milliers d'Africains qui ont quitté l'Afrique il y a entre 100 000 et 70 000 ans. Ça, c'est à peu près certain. Les différents flux, différentes vagues de population du monde sont toutes venues d'Afrique, qui est vraiment le berceau de l'humanité. Par des phénomènes divers, dans les différentes régions du globe où ils vont arriver, les descendants de cette population d'Homo sapiens vont acquérir des particularités physiques permettant de les distinguer les uns des autres. La diversité humaine a peu d'ancienneté, mais elle est déjà importante, qui fait que, en effet, en moyenne, quelqu'un qui habite dans le Grand Nord, en Scandinavie,
ou bien qui habite en Alaska, on le reconnaît facilement de quelqu'un qui habite Tamanrasset, qui a ses racines à Tamanrasset, ou bien dans l'Afrique subsaharienne. Ces différentes ethnies ayant leurs particularités vont former la réalité humaine sur la base de laquelle va se construire, comme cela a déjà été présenté, le concept de race. Qu'est-ce que l'on appelle une race? Une race est au sein d'une espèce un ensemble d'individus qui ont entre eux beaucoup plus de ressemblances qu'ils n'en ont avec n'importe quel autre individu dans l'espèce et hors de cette race. Par exemple, deux bergers allemands ou bien deux Saint-Bernard se ressemblent toujours beaucoup plus entre eux qu'ils ne ressemblent à un caniche ou bien à un basset ou à quelques-uns de ces nombreuses espèces de chiens. Donc la race, c'est cela. Immédiatement, la question qui se pose, elle est scientifique, biologique. Est-ce que les races étant définies comme je viens de le faire, peut-on parler, à partir de cette diversité des caractéristiques physiques, biologiques, des ethnies, apparues par diversification pour l'essentiel de cette population originaire d'Afrique et l'ayant quittée il y a environ 100 000 ans, un peu moins de 100 000 ans, peut-on parler de race? La réponse est, dans l'immense majorité des cas, non. Pour qu'il y ait une race animale, il faut qu'il y ait un isolement reproductif. Vous imaginez bien que si les ancêtres des Bassets et des Saint-Bernard s'étaient toujours reproduits entre eux, eh ben, on n'aurait pas de Saint-Bernard à côté des Bassets. C'est parce qu'avant de se différencier autant que cela, des conditions de strict isolement reproductif ont été créées. Soit créées par isolement géographique, soit créées parce que les reproducteurs, les éleveurs, ont voulu créer des races homogènes. Une race est définie par les critères de l'homogénéité, de la stabilité et de l'aptitude à être définie. C'est d'ailleurs les mêmes critères que ceux qui définissent les variétés végétales. Or, la population du globe, à partir de la population africaine l'ayant quitté il y a 100 000 ans, fait qu'il y a un continuum et qu'à toutes les interfaces, les hommes et les femmes se sont toujours reproduits entre eux. Et donc, il n'y a pratiquement jamais eu d'isolement reproductif. Et donc, au sens où l'on parle de races animales, on ne peut certainement pas parler de race humaine. Les seuls cas qui s'en rapprocheraient le plus seraient des cas d'une insularité très ancienne, avec un isolement reproductif du fait de cette insularité. Dans certaines îles d'Océanie, ou bien les aborigènes d'Australie sont sans doute, par rapport à la population originelle, ceux qui ont eu le moins d'échanges reproductifs avec les autres populations, mais depuis un temps très court. L'homme est arrivé en Australie il y a 50 000 ans, c'est rien, 50 000 ans à l'échelle de l'évolution. C'est strictement rien quand on y réfléchit. La plupart des races qui ont un isolement géographique sont séparées par 10 millions d'années. Ça n'a rien à voir, bien entendu. Et le racisme, qu'est-ce? Le racisme est l'idéologie qui prête à une race un ensemble de caractéristiques et de qualités supérieures à d'autres et qui fondent que ces races dépositaires des meilleures qualités ont un droit naturel à dominer celles qui sont dotées de qualités inférieures. Le racisme, c'est cela. Race et racisme sont évidemment deux mots qui ont la même racine. Et en première approximation, l'on peut avancer que
le racisme, c'est une idéologie fondée sur l'existence des races, et que si jamais l'on démontrait que les races n'existaient pas, l'idéologie devrait s'effondrer. Je vous démontrerai qu'il n'en est strictement rien. Et qu'en réalité, aujourd'hui, le racisme s'est totalement autonomisé de la réalité biologique des races, même si leur histoire mérite d'être contée parallèlement. Essayons de voir, nous avons vu tout à l'heure comment s'est construit le racisme anti-noir. Essayons de voir plus généralement comment s'est structurée la notion de race humaine, quand elle est apparue, quand le racisme s'est-il constitué. Je vous ai dit que le racisme était une idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Canguilhem la définissait très clairement. Une idéologie, c'est un ensemble de préjugés, l'idéologie scientifique, c'est un ensemble de préjugés qui s'attribuent les vertus d'une science établie pour se renforcer. Si le racisme est une idéologie, il doit y avoir des préjugés antérieurs et, à un moment donné, un phénomène de construction, d'accrétion de notions scientifiques à ces préjugés pour constituer le racisme. C'est un peu cette préhistoire, cette histoire de l'apparition de ce concept de racisme que je vais aborder avec vous, et je terminerai en vous indiquant ce que sont les formes prises par le racisme aujourd'hui. Et la raison pour laquelle, l'idée selon laquelle on pourrait lutter contre le racisme en démontrant la non-existence des races est une idée absurde, très profondément absurde. On a beaucoup de raisons de penser que la base des préjugés racistes est liée aux conditions dans lesquelles vont s'édifier et vont se développer les capacités cognitives des premières sociétés humaines. Le premier peuplement humain est très peu dense. Il est constitué de groupes, de tribus, de communautés, espacées les unes des autres, remontant par conséquent à des centaines de milliers d'années, si on se projette avant même que Homo sapiens ait quitté l'Afrique. Pour que se développent les capacités mentales, et notamment les capacités cognitives d'un humain, il faut deux choses, une condition biologique et une condition sociale. La condition biologique est évidemment d'avoir un génome humain, une communauté d'êtres qui ont un génome caprin fera une communauté de chèvres et pas une communauté humaine. Il faut bien que ce soit des êtres ayant un génome humain qui s'humanisent l'un l'autre, mais ça ne suffit pas que d'avoir un génome humain pour s'humaniser. Il faut que les potentialités biologiques codées par ce génome trouvent à se développer dans une communauté humaine. L'exemple des enfants sauvages qui ont survécu, échappant à la mort parce que pris en charge par une communauté animale et qui n'ont été trouvés que très tard dans leur vie, démontre que un petit homme, une petite fille humaine, hors de l'échange humanisant, acculturant d'une société humaine, n'accède jamais aux capacités cognitives qui caractérisent chacun d'entre nous ici. Donc, dans ces premières sociétés, on va prendre les mots utilisés par Lévi-Strauss, dans les tribus primitives, dans ces tribus primitives, l'échange entre les êtres au sein du groupe est fondamental. C'est la condition de développement des capacités des êtres du groupe. En revanche, les groupes extérieurs, peu nombreux, sont totalement inutiles. On n'échange pas avec eux. Il n'y a, de ce point de vue-là, aucune raison de développer
les échanges avec eux. Ils sont vus pour leur étrangeté et aussi, souvent, pour la menace qu'ils constituent. Tout à l'heure, quelqu'un a rappelé, je crois que c'est madame, que dans le créole haïtien, nègre voulait dire les hommes. En réalité, ça avait déjà été noté d'ailleurs par Lévi-Strauss, mais c'est tout à fait confirmé, quand vous regardez ce que signifient dans leur langage les noms que se donnent les peuples primitifs, presque toujours, ça veut dire les hommes, ou bien les parfaits, ou bien les authentiques, ou bien les réels, ou bien les vrais, ou bien les purs. En creux, ça veut dire que ceux de l'extérieur ne le sont pas. Ils ne sont pas humains, ils ne sont pas authentiques, ils ne sont pas purs, ils ne sont pas parfaits. Ce sentiment-là, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. On a toutes les raisons de penser que la base du préjugé raciste et l'explication de son universalité, en fait, c'est l'ethnocentrisme. Catherine, tout à l'heure, a rappelé, non plus la préhistoire, je quitte la préhistoire, rappelé les premiers moments de l'histoire et les préjugés racistes dans l'Antiquité. Elle a rappelé que Aristote, en particulier, parlait d'esclaves de nature. Et évidemment, parler d'esclaves de nature, ils n'étaient pas noirs. Dans l'immense majorité des cas, ils étaient européens. Ils étaient européens, ils étaient thraces, ils étaient blancs, mais enfin, c'était des esclaves de nature. Indique un préjugé raciste. Par ailleurs, Aristote lui-même parle des Européens, des Hellènes, des Africains, et chacune de ces catégories a des vertus particulières. Les Européens ne sont pas bien raisonnés, les autres sont plutôt paresseux, et les Hellènes au milieu sont parfaits, c'est la quintessence. Et elle l'a rappelé tout à l'heure, ceux qui ne parlent pas grec sont les barbares. Cela étant dit, ce préjugé raciste est particulier, puisque dès qu'un esclave est affranchi, il cesse d'être esclave, et donc il change de nature. Il devient un citoyen. Donc, ce sont encore des manifestations des préjugés racistes, mais nous le voyons, ce préjugé n'a pas encore pris toute sa consistance. Je le vois, en ce qui me concerne, prendre sa consistance, non pas du tout dans l'Empire romain, et au contraire. L'Empire romain, de ce point de vue-là, l'impérialisme romain, mais également le message messianique de saint Paul en particulier, exclut le racisme. D'abord, les conquêtes romaines, le fait que l'on devient citoyen romain, de ce point de vue-là, est incompatible avec une expression d'un racisme. Cicéron indique qu'il n'existe pas d'homme qui, par la raison, ne puisse parvenir à la vertu. Cicéron est profondément convaincu que, de ce point de vue-là, il n'y a pas de possibilité de séparer les individus. Et pour saint Paul, tous les hommes peuvent recevoir le message de Christ. Et le message, le messianisme paulien, de ce point de vue-là, est également incompatible avec le racisme. Et on va, bon an, mal an, rester dans ce cadre, en Europe en tout cas. Il y aurait certainement à redire pays par pays, en Europe en tout cas, jusqu'en l'an 1000. Ou alors se manifestent des tendances qui ressemblent de plus en plus au racisme moderne, et ce qui va être fondamental, ça n'est pas tellement la rivalité avec l'islam, le conquérant islamique, c'est surtout l'antisémitisme, l'antijudaïsme. L'antijudaïsme commence à s'exprimer après l'an 1000 avec toutes les caractéristiques qui vont fonder le racisme. Par exemple, au XIIe siècle, en 1100 et quelques, lors de la querelle des investitures, un antipape, Anaclète, est élu et s'oppose au pape romain. Il a un ancêtre juif. La propagande des Romains parle de la malédiction de son sang et de sa race qui est attachée au fait de cet ancêtre appartenant à une race maudite. Saint Louis, qui témoigne d'un antisémitisme virulent, lui donne les caractéristiques déjà d'un proto-racisme.
Et on le voit très bien également avec la dissociation entre la race et la religion chez les conversos en Espagne. Les conversos sont les juifs qui se sont convertis du fait de la pression de l'Inquisition. Ils ont beau être convertis, la propagande dit que l'infamie de leur race, de toute façon, les poursuivra toujours. Et ils sont barrés de l'accès à une très grande diversité de métiers. Voilà par conséquent la base, la préhistoire, l'histoire. Pour faire la transition avec ce dont vous a parlé Catherine, et après je sauterai cette période de l'esclavage, puisqu'elle en a si bien parlé, je dirais qu'un moment fondamental qui va se mettre à consolider le préjugé en lui donnant les caractéristiques que nous lui connaissons, c'est l'épouvantable désastre que représente la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Un épouvantable désastre. Le premier génocide réel de l'histoire. Lorsque Christophe Colomb, en 1492, arrive à Hispaniola, par conséquent Haïti et Saint-Domingue aujourd'hui, il y a 3 millions de Taïnos qui ont un niveau de culture précolombien, forcément, relativement développé, dont parle un compagnon de Christophe Colomb, Bartolomé de las Casas. Ils font certes des sacrifices humains, mais pratiquement dans toutes les civilisations amérindiennes, on fait ça. Donc ni plus ni moins que les autres, mais autrement un peuple plutôt paisible, avec de jolies œuvres d'art. 3 ans après, en 1495, il ne reste plus qu'un seul million de Taïnos. 60 ans après, il y en aura 200. Ils disparaîtront tous. Pour se disculper de ce désastre épouvantable, qui est vrai pour la totalité de l'Amérique, car lorsque les Européens arrivent, par conséquent, à la fin du XVe siècle, en Amérique, il y a 80 millions d'Amérindiens. Et ce chiffre descendra à 1 million. 1 million. L'on met en avant les épidémies, la fragilité des maladies à la vérole, à la variole, à la rougeole. Tout ça est vrai. Mais à lire les écrits de Bartolomé de las Casas, ce à quoi on assiste, en réalité, c'est à des comportements d'une extraordinaire violence, clairement raciste. D'abord, ces Indiens, on les met au travail. Lorsqu'ils se révoltent, on les tue, on les massacre. Leur situation de vie est tellement épouvantable que les femmes refusent d'avoir des enfants. Les suicides se font en masse. Alors, voyant le sort que l'on fait subir à ces Indiens, Bartolomé de las Casas plaide leur cause et cela va donner la très célèbre controverse de Valladolid. En 1550, 15 prélats en présence de Charles Quint voient s'opposer le défenseur des Indiens et de l'humanité des Indiens. La question est de savoir, ont-ils une âme et appartiennent-ils à l'espèce humaine? Contre Sepúlveda qui considère qu'ils sont d'un genre différent et qui ne sont pas véritablement animés. Sepúlveda se réclame d'Aristote et des esclaves par nature, alors qu'à l'inverse, de las Casas se réclame de l'universalisme du messianisme chrétien, en particulier. C'est de las Casas qui gagne. On conclut que les Indiens ont une âme, mais on n'arrête absolument pas de les massacrer. Et la raison pour laquelle, en fait, commence alors la trilatérale et le commerce des esclaves vers l'Amérique, c'est qu'il n'y a plus d'Indiens. Ils ont été très largement massacrés. Or, effectivement, on découvre la canne à sucre, il y a besoin de main-d'œuvre, et pour des raisons qui ont été dites, cette main-d'œuvre, ça sera les Africains, sur lesquels ce préjugé raciste, qui n'avait pas particulièrement intéressé les Indiens, les Noirs africains auparavant, va évidemment justifier la condition qu'on va leur imposer. D'un point de vue économique,
la nécessité déclenchant la traite des Noirs est évidente. C'est que les colons ont massacré la population endogène, ils ne vont pas faire le boulot. Quand on se met à travailler la canne à sucre, il faut effectivement de la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, territoire important, c'est l'Afrique, il n'y a pas beaucoup pour eux d'autres possibilités. Au XVIIIe siècle, le terme de race commence à être utilisé dans le sens que vont lui donner les racistes. Auparavant, quand on parle de race, on parle beaucoup plus de lignage. Je suis de bonne race, dit fièrement un aristocrate. Ça veut dire que mon lignage est de grande qualité. Les deux premiers qui vont, au XVIIIe siècle, définir la notion de race, Carl von Linné, Catherine l'a rappelé, le très 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 grand biologiste, systématicien qui va proposer la première classification linéenne de tous les êtres vivants, travail considérable, n'épargne pas les espèces humaines et il décrit 5 espèces humaines. Les monstrueux, il considère que tous les malformés, c'est une race. Donc il y a les monstrueux, il y a les Européens, il y a les Africains, il y a les Américains et il y a les Asiatiques. Et à chacune de ces catégories, il assigne des qualités particulières. Donc on est dans le racisme, puisqu'il y a des races ainsi définies, avec une hiérarchie des qualités. Une autre origine du racisme, c'est Henri de Boulainvilliers, qui reprend une vieille antienne, une vieille légende, pour arriver à consolider la pertinence de l'aristocratie en France. Pour lui, les aristocrates viendraient des fières nations germaniques qui, avec les Francs, ont conquis la Gaule, alors que le tiers-État seraient les descendants des Gaulois. Et là, on voit effectivement, avec la lutte des classes qui commence à dessiner le décor de sa réalisation ultérieure, on commence à voir la notion de race. Le XIXe siècle va être le siècle où la race, le préjugé raciste, va se transformer en idéologie scientifique. Je vous rappelle ce que je vous en disais tout à l'heure, l'idéologie scientifique est le préjugé, je vous ai expliqué comment le préjugé raciste s'était imposé, c'est un préjugé qui utilise la puissance et la force de conviction d'une science établie pour se renforcer lui-même. La science en question, c'est évidemment avant tout, au milieu du XIXe siècle, la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution indique que toutes les espèces sont en lutte les unes avec les autres, que cette lutte pour la vie est le moteur de l'évolution de tous les êtres vivants, et certains transposent immédiatement la lutte pour la vie entre les espèces pour le succès reproductif en lutte des races. Un philosophe et un biologiste, deux hommes, vont jouer un rôle tout particulièrement important pour transposer la théorie de l'évolution, un des moments les plus glorieux avec Newton sans doute de l'évolution de la science au XIXe siècle, en son utilisation raciste. Un philosophe anglais, Herbert Spencer, et un Allemand, Ernst Haeckel. Spencer va redéfinir la lutte pour la vie par un concept à l'efficacité tautologique redoutable. Ce concept est celui de la survivance du plus apte. Voilà, le plus apte survit. Dire que le moteur de l'évolution est la survivance du plus apte est évidemment la justification du vainqueur.
puisque celui qui l'emporte, c'était le plus apte, et par conséquent, il avait toutes les raisons objectives de l'emporter. Transposé au niveau des races, cela va être immédiatement la justification de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la domination coloniale des Européens sur les Indiens, sur les Noirs. Et d'ailleurs, cela va amener Ernst Haeckel à ne pas faire beaucoup de différence entre les races et les espèces, et à proposer qu'il y a beaucoup moins de différence entre un singe et un noir qu'entre un noir et un Européen. Donc voilà, à partir de la théorie de l'évolution, voilà comment cette lecture de la théorie de l'évolution se met à stratifier l'idéologie scientifique raciste. Pour faire bref, la découverte de la génétique, qui est également un acquis, donc tout le monde se le rappelle, 1859 pour la publication de l'origine des espèces par le biais de la sélection naturelle Darwin, et 1865 le premier ouvrage de Gregor Mendel qui est à l'origine de la génétique et sera redécouverte au début du XXe siècle. La génétique et la théorie de l'évolution vont se fondre l'une l'autre dans leur compréhension des phénomènes de l'évolution, et la nouvelle théorie de l'évolution va proposer que la lutte pour la vie équivaut en réalité au succès des gènes les plus puissants, les plus performants, que portent évidemment les espèces qui vont l'emporter. Et la sélection des espèces, c'est la sélection des gènes qui donnent leur don supérieur à certaines espèces et pourquoi pas à certaines races. Au XIXe siècle, une autre interprétation mortifère de la théorie de l'évolution va être l'eugénisme. L'eugénisme, on le doit à un cousin de Darwin, Galton, Francis Galton, qui va proposer, dans la lutte pour la vie du monde de nature, il n'y a évidemment aucune pitié. Les êtres les plus faibles, les plus inaptes, sont balayés, ils sont bouffés par les autres, ils meurent. Dans la société humaine, on a des formes d'entraide, des formes de socialisation, de charité. Et donc, l'efficacité de la sélection est très atténuée. Si on n'y prend pas garde, les mauvais lignages avec des mauvais gènes vont prendre le dessus. Et donc, il faut que les politiques remplacent ce que ne fait plus la dureté de la sélection naturelle et se mettent par conséquent à promouvoir la reproduction des plus aptes et à empêcher la reproduction des moins aptes. Cette théorie-là va être la théorie dominante jusqu'à la dernière guerre, 39-45, pas simplement en Allemagne nazie, mais dans l'essentiel du monde scientifique, dans l'essentiel du monde. Et aussi bien dans le nord de l'Europe qu'en Suisse, qu'au Canada, qu'aux États-Unis, il y aura des lois basées sur l'eugénisme. Or, entre eugénisme et racisme, il y a évidemment des connexions, des passages qui vont de soi. La nouvelle définition biologique du racisme à l'heure de la génétique va être des races qui portent en moyenne des meilleurs gènes que les autres. Et puisque l'eugénisme, c'est d'éliminer les mauvais gènes et les lignages inférieurs, le racisme biologisant, mis en œuvre par les nazis, sera d'éliminer les mauvaises races, meilleure manière de faire disparaître les mauvais gènes. Voilà comment, à partir de ce préjugé, cette accrétion de la science va nous faire déboucher d'un seul coup sur une partie de l'histoire douloureuse de la première moitié du XXe siècle. En même temps, et Catherine, tout à l'heure, l'a rappelé, sont apparus plus ou moins connectés avec cette stratification scientifique de l'idéologie du racisme scientifique, différents discours. Et en particulier, une des questions importantes était de savoir s'il y avait une seule espèce d'homme.
monocentrisme, monogénisme ou polygénisme. Est-ce que tous les hommes sont les descendants d'Adam et Ève, ou bien y a-t-il différentes espèces d'hommes, les uns pouvant être les esclaves et les autres ayant quelques titres à revendiquer d'être les maîtres? Et c'est là que se situe la légende de la malédiction de Cham. Noé a 3 enfants, Cham, Japheth et Sem, et sans souci historique et même sans souci biblique, les Noirs seront les descendants de Cham, les Sémites de Sem et les Européens de Japheth. Et par conséquent, on propose une base polygénique au racisme. Mais il s'agit déjà d'une dissolution de l'esprit scientifique qui a formé cette idéologie scientifique, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que jusqu'à la guerre de 39-40, la conviction du racisme scientifique est générale. Il y a des oppositions, mais elles sont très minoritaires. D'ailleurs, la plupart des sociétés de génétique à travers le monde s'appellent des sociétés d'eugénique, en réalité, et comme Catherine l'a déjà dit, après-guerre même, énorme difficulté pour savoir si on maintenait ou pas le terme de race dans les textes internationaux, et en réalité, on l'a maintenu. Il y a le terme de race dans tous les textes internationaux. Dans tous les textes internationaux. Une des filières très utilisées par les racistes, lorsque s'est constituée cette idéologie scientifique raciste, c'est l'inégalité des potentialités intellectuelles et la question du quotient intellectuel. Grande histoire, je n'ai pas le temps de la résumer, bien entendu. Grande histoire qui n'est pas du tout terminée. Broca, dont on a parlé, après avoir échoué dans l'utilisation du paramètre qu'a cité Catherine, s'est mis à faire des études extrêmement importantes. Il a pris des crânes vidés, il les a remplis de sable, et il a pesé le sable que contenaient les crânes. Et de là, il a conclu que d'abord, il y avait en moyenne nettement plus de sable contenu dans un crâne d'homme que dans un crâne de femme. Et il a dit d'ailleurs sans aucun problème, bon, ça confirme la validité de la méthode, car on sait que les hommes sont notablement plus intelligents que les femmes. Donc il n'était pas que raciste, hein, entre nous. Et ensuite, il a fait cela avec différentes espèces, et d'après le poids de sable, il s'est mis à proposer toute une hiérarchie des potentialités mentales liées au volume crânien. Alors évidemment, on a été gêné lorsque certaines dissections de grands génies de l'humanité ont témoigné de ce qu'ils avaient un tout petit cerveau. Et que la proportionnalité n'était pas absolue. Mais pour vous dire la force de cette conviction, vous avez tous entendu parler du QI, des échelles de Binet. Binet était un sociologue de l'éducation travaillant à la Sorbonne. Je suis très fier parce que une des équipes, laboratoire Axel Kahn maintenant, vous voyez, de mon vivant, le laboratoire Axel Kahn se trouve dans l'ancien laboratoire de Binet. Et Binet essayait de trouver des critères prédictifs des difficultés scolaires. Il n'y avait pas raciste du tout. Et il a proposé ces échelles de Binet qui sont devenues le quotient intellectuel. Succès mondial immédiatement. Et notamment aux États-Unis, les sociologues, les psychométriciens américains se mettent à utiliser le QI, largue à manu, pour essayer de savoir ce qu'il en est. Et notamment, comme ils ont énormément de gens sous la main, au moment du recrutement en masse pour envoyer des troupes combattre en Europe et en Asie. Ils ont des millions et des millions de personnes. Donc ils leur donnent des questionnaires, les gens remplissent les questionnaires. Et c'est un épisode particulièrement ridicule, parce qu'ils ont des anglo-saxons, anglophones, dans la cité depuis très longtemps, et puis ils ont des immigrés de fraîche date, parlant à peine l'anglais, comprenant mal ce qu'on leur veut, et
ils ont conclu que d'après ces tests, de manière importante, c'est clair qu'il y a le dessus du panier. Ce sont les Suédois, les peuples du Nord, les Anglais, évidemment, les WASP, quoi, les Blancs, anglo-saxons, protestants. Et on le comprend bien, ce sont les premiers à avoir émigré aux États-Unis. Ils sont totalement intégrés à la culture américaine et comprennent parfaitement les questions qu'on leur pose. Et puis, parmi ceux de très piètre qualité, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a les Chinois, il y a le fait qu'ils sont à l'origine d'une culture incroyable, une des plus riches du monde à l'origine, les gêne pas du tout. Et puis, il y a les Africains qui sont encore en dessous. C'est totalement stupide, c'est un travail nul d'un point de vue scientifique, mais c'est lui qui sert à promulguer l'Immigration Act en 1924, qui limite considérablement l'arrivée aux États-Unis des Italiens, des Méditerranéens en règle générale, des Juifs, etc., etc. Donc ces préjugés sont extraordinairement importants. Incontestablement, il va y avoir un traumatisme majeur qui est lié à la barbarie nazie. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, ce traumatisme ne fait que modifier l'expression du préjugé raciste. Et deux exemples. En 1994, dans une des plus grandes revues de sociologie américaine internationale, Murray et Ehrenfield pourront publier une étude montrant que les différences de situation sociale des minorités africaines, des minorités noires, afro-américaines aux États-Unis n'est pas du tout liée à un facteur culturel, mais liée à un facteur de possibilité, et que ça ne vaut vraiment pas la peine de continuer à dépenser de l'argent pour les promouvoir. Il faut mieux faire des réserves qui sont en quelque sorte conçues pour le maximum du niveau qu'ils puissent atteindre. Voilà la conclusion, 1994. Et en 2005, dans la très prestigieuse revue Science, un article d'une importance considérable propose que l'étude de certains gènes particuliers, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, l'étude de certains gènes particuliers a montré des modifications survenues à deux gènes importants il y a 30 000 et 5 000 ans, c'est-à-dire après que l'homme a quitté l'Afrique, et qui explique en gros que l'homme qui a quitté l'Afrique est beaucoup plus intelligent que celui qui y est resté, puisque ces modifications amélioratrices sont survenues il y a 5 000 et 30 000 ans. À la lecture de cet article, n'importe quel scientifique, même sans aucun préjugé antiraciste de conviction, mais uniquement une exigence d'honnêteté scientifique, ne pouvait qu'être étonné de cet article qui semblait très faible. Et puis à une deuxième lecture qui semblait nulle, et de fait, il était totalement faux, et la totalité de ces affirmations ont été ensuite, c'est l'avantage de la science, ont été ensuite contredites. Mais simplement pour vous dire que la persistance du préjugé raciste est telle que dans le plus important journal scientifique du monde, Science, c'est l'équivalent américain de Nature, on peut encore publier un article très faible de cet ordre-là, sans doute parce qu'il propose ce dont la plupart des lecteurs, des référés, comme l'on dit, est intimement persuadé. Lorsque, en 2001, on a publié la séquence du génome humain, dans un grand mouvement d'enthousiasme, les scientifiques qui ont publié le génome humain ont dit « c'est merveilleux, regardez, la séquence d'un Africain, la séquence d'un Chinois, d'un Japonais, d'un habitant de l'Alaska, d'un Amérindien, elles sont pratiquement identiques. Il y a une différence sur 10 000 bases. Vous savez que l'alphabet génétique est constitué de 4 lettres, A, C, G ou T, formant un enchaînement répété 3,2 milliards de fois. Ça, c'est le génome humain. Et donc, on peut comparer cet enchaînement, en moyenne, chez les gens suivant leur origine.
Et bien quand on fait cette comparaison, on voit effectivement une très grande homogénéité et on va prendre ceux qui sont le plus éloignés, c'est-à-dire un arborigène d'Australie, puisqu'il est arrivé en Australie il y a 50 000 ans et depuis il ne s'est pas tellement mélangé avec les autres, un arborigène d'Australie et puis un Scandinave, on va dire, eh ben, il n'empêche qu'il y a une différence toutes les 10 000 bases. Et je me rappelle avoir lu ce grand cri du cœur, c'est merveilleux, maintenant que l'on a montré l'homogénéité des races, on ne parlera plus de racisme. Alors en réalité, c'était une illusion également idéologique que l'expression de cet optimisme-là, pour deux raisons. La première est scientifique et la seconde est idéologique. Tout d'abord, scientifique, c'est que la grande homogénéité, la grande homogénéité des génomes ne fait que témoigner de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les ethnies sur la Terre sont issues de cette petite population qui a quitté l'Afrique il y a peu de temps. Et donc, en si peu de temps, ça n'a pas eu le temps de se modifier beaucoup. Donc, ce n'est pas une nouveauté extraordinaire. Il n'empêche qu'une différence toutes les 10 000 bases, c'est énorme. Il suffit d'une mutation sur 3,2 milliards de bases pour entraîner un retard mental. Donc honnêtement, affirmer que, à l'évidence, tout le monde est égal parce qu'ils n'ont qu'une différence, c'est-à-dire tout de même des milliers et des milliers de différences, hein, toutes les 10 000 bases, c'est d'un point de vue purement scientifique extraordinairement faible. Par ailleurs, cette volonté de faire reposer l'antiracisme sur une démonstration scientifique a l'inconvénient majeur que si jamais on démontrait qu'il y a une hétérogénéité génétique dans les ethnies, alors on supposerait que le racisme pourrait être justifié. Or, je vais vous dire, moi du premier coup d'œil, monsieur est congolais, s'il y avait ici quelqu'un qui vient d'Oslo, je les verrais côte à côte, je les reconnaîtrais. Or, les caractéristiques physiques sont codées par l'ADN. C'est bien normal que, à cette différence physique entre mon habitant d'Oslo et monsieur qui est congolais, corresponde une différence de l'ADN. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec les empreintes génétiques qu'utilise la police, on peut reconstituer un portrait robot. Beaucoup plus efficacement qu'on ne le pouvait d'ailleurs, jadis, à partir des témoins. Et c'est évident. Bien sûr que les gènes codent les propriétés et l'aspect du corps. Et donc, cet optimisme-là procède d'un scientifique qui s'est laissé emporter par ses bons sentiments et par son enthousiasme. Le dernier élément, c'est qu'en réalité, il n'y a rien à voir entre la réalité des races et le racisme. Rien à voir. D'abord, je vous l'ai dit, le préjugé raciste est très antérieur à la constitution de l'idée de race, très antérieur à la constitution de l'idéologie du racisme scientifique. Par ailleurs, on peut très bien observer, dans les temps les plus récents, que se sont déployés les pires comportements racistes, sans que l'on puisse se référer à quelque différence raciale que ce soit. Rappelez-vous la guerre en ex-Yougoslavie. Les Yougoslaves, comme son nom l'indique, ce sont des Slaves du Sud. Il y en a qui sont convertis à l'islam, les Bosniaques, d'autres qui sont convertis à la religion orthodoxe, les Serbes, d'autres qui sont convertis à la religion catholique, les Croates. Ils se sont fait les pires avanies, les pires comportements totalement racistes, les pires médisances, les pires stéréotypes. Et des exemples de cet ordre sont en réalité innombrables. Et puis, il faut voir ce qu'est la réalité sociologique du racisme. Moi, même ici à Malakoff, il y a des gens très bien ici, et je suis sûr que vous me connaissez, vous avez confiance en moi. Donc, je pense que je vous ai convaincu qu'il n'y a pas de race humaine, ça n'existe pas. Donc vous êtes vraiment convaincu, vous n'étiez pas raciste au départ, mais imaginons que parmi vous, il y a des gens qui soient comme vous convaincus qu'il n'y ait pas de race humaine, mais qui tout de même
ont comme ça, pour des raisons familiales, des préjugés racistes. M. Kahn, il a raison, ils sortent, eux, du premier coup d'œil, ils reconnaissent quelqu'un en disant « Tiens, lui, il est bien pâle, il est blond, il doit venir de par là. Lui, il a vraiment un type méditerranéen. Ah, lui, il ressemble vraiment à un Africain. » Alors, je pourrais les reprendre en leur disant « Écoutez, vous vous basez sur la couleur de la peau. La couleur de la peau est un phénomène, on le connaît très bien aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la formation d'une race. En réalité, la raison pour laquelle la peau est de plus en plus foncée en Europe et en Asie, lorsque l'on va du nord au sud, c'est uniquement un phénomène de sélection. Au nord, on a sélectionné des peaux très claires, car comme il n'y a pas beaucoup de soleil, il ne faut pas arrêter les rayons du soleil qui sont responsables de l'activation de la vitamine D, moyen de lutter contre le rachitisme. Quand il y a du rachitisme, les enfants ont des malformations thoraciques et meurent. Donc, évidemment, là où il n'y a pas de soleil, la peau blanche. En revanche, là où il y a beaucoup de soleil, progressivement des peaux de plus en plus foncées ont été sélectionnées, car il y a bien assez de soleil pour activer la vitamine D, et en plus, il vaut mieux se protéger contre les brûlures et contre les cancers de la peau. Et donc, vous avez un continuum. On n'est pas soit blanc ou noir. On est très blanc à Oslo. Moi, je suis un peu plus mat. Entre Lille et Marseille, eh ben, ils n'ont pas le même teint de peau. Entre Alger et Tamanrasset, ils n'ont pas le même teint de peau. Entre Tamanrasset et Bangui, ils n'ont pas le même teint de peau. Et même entre Bangui et Kinshasa, ils n'ont pas exactement le même teint de peau. Donc, c'est un phénomène parfaitement banal. Il n'empêche que la personne que j'aurais convaincue, elle sortira, puis elle verra qu'elle reconnaît les gens comme cela. Et une des bases du racisme, elle est clairement sociale. Elle est de difficulté de vivre, de sentiment d'agression par autrui en général, surtout si autrui, on le reconnaît dans sa différence, quelle que soit, par ailleurs, l'origine de la différence, quelle qu'elle soit. En réalité, aujourd'hui, et vous en avez parlé une autre personne également, aujourd'hui d'ailleurs, la nouvelle forme du racisme a cessé d'être un racisme racialiste, pour l'essentiel. Pas totalement, mais pour l'essentiel. Aujourd'hui, ce que l'on condamne, c'est les cultures. On parle de guerre de civilisation. Ce que l'on n'admet pas, c'est la cuisine, c'est l'odeur, ce sont les mœurs, c'est la religion, ce sont les habitudes, les us et coutumes des autres, indépendamment de toute modification sociale. Si bien que dans le débat, faut-il lutter pour ôter le mot race de la Constitution française et des textes internationaux? Ma position est claire. Je dis oui, écoutez, les races n'existent pas, c'est embêtant qu'il y ait la référence dans ces textes internationaux ou nationaux, qu'il y ait référence à quelque chose qui n'existe pas. Cela étant dit, je n'ai jamais pensé que ce soit, en quoi que ce soit un élément vraiment important pour lutter contre le racisme. Quel est l'élément fondamental pour lutter contre le racisme? Il est historique et philosophique. Tout d'abord, d'un point de vue historique, c'est se rappeler ce qui a constitué les civilisations mondiales. Le monde n'a évolué depuis la nuit des temps que par le métissage physique et culturel. Il a été un moteur fondamental de l'évolution du monde. Rappelons-nous, c'est parce que les Phéniciens ont été acculturés par leur contact avec les Hittites, les Babyloniens, les Égyptiens, qu'ensuite, avec Carthage, ils ont été en contact avec le monde grec et le monde étrusque, que les Étrusques et les Grecs ont acculturé en grande partie Rome, que Rome, réduit à Constantinople, a repris énormément de la culture grecque, que toutes ces civilisations antiques réellement sont nées. Ça a été rappelé tout à l'heure. Beaucoup plus près de nous. Lorsque Braque, Picasso et d'autres ont redécouvert l'art nègre, ça a été à l'origine d'un des courants picturaux les plus importants du XXe siècle, le cubisme et tout ce qui a suivi. La musique noire, et notamment des esclaves noirs américains, a extraordinairement fécondé toute la musique moderne, le negro spiritual, le jazz, etc., etc. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, en réalité, on n'a jamais progressé, non pas par le mélange des identiques, mais par le mélange des différences, par le
métissage. Si bien que la vraie valeur à défendre, le vrai combat contre le racisme, il n'est pas d'ordre scientifique. Il faut naturellement aux sots, aux idéologues qui prétendent qu'ils ont un élément pour déterminer l'inégalité des races, les rouler dans leur méconnaissance, dans leur ignorance, dans leur bêtise. Mais une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas beaucoup lutté contre le racisme. En revanche, indiquer quels sont les fondements de notre conviction profonde, de ce que, à travers la diversité des êtres humains, la diversité des ethnies, en revanche, cette humanité partage profondément une dignité identique, ça, c'est la base du vrai combat antiraciste. Merci.